Messi Tata, bonsoir. Un plaisir pour moi de vous accueillir dans le salon La Coupe Papa. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Et oui, ce soir, c'est Papa face à la justice. Ah, je pense que ça va résonner dans beaucoup de foyers, je pense. C'est une thématique très importante. Ce soir, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir un gars solide mentalement. Comment vas-tu, Yanis? Salut Olivier, merci pour l'invitation. Ah, c'est avec plaisir. Alors, c'est Yanis Sina. Exact. Plaisir pour moi de te recevoir. Plaisir partagé. Peux-tu te présenter en quelques secondes, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sina Yanis, donc je suis papa de 2 enfants. Donc voilà, j'ai vécu des petites situations justement au niveau de la justice. Donc ce qui fait que je suis vraiment ancré et si possible, je me donne à fond dans tout ce qui est communication et aide et compréhension dans tout ce qui est difficulté aussi avec la justice et en même temps Ton rôle de papa. C'est vraiment le rôle primordial pour moi. Donc, voilà. Alors Yanis, on est dans un salon tranquille, on est posé, on est à deux, on sait qu'on va gérer ça tranquillement comme il faut. Yanis, quand tu lis la thématique Papa face à la justice, quel est ton premier... En quoi ça résonne en toi? Difficulté parce qu'en fait, quand je lis ça et je me retrouve face à la réalité où un papa se sent obligé de montrer patte blanche pour montrer qu'il est un bon papa. Et patte blanche, c'est aller vers la justice, malheureusement. Et c'est là la plus grande difficulté, parce que c'est vraiment un combat littéral, c'est vraiment une difficulté émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui résonne en moi. Et je me dis qu'au bout d'un moment, voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Tu as toujours voulu être papa? Ou oui. c'est venu au fil du temps? Toujours. Les 2 enfants voulus, c'était vraiment ma dynamique et tout. Donc voilà, c'est pas des enfants accidentels, comme on dit, c'est voulu. Ok, c'est bien ça. Parce que est-ce que dans notre société martiniquaise, tu estimes que autour de toi, les hommes qui sont papas l'ont forcément voulu? Maintenant, oui, parce que franchement, avec le recul, l'ancienne génération, il y a eu beaucoup d'enfants, il y a eu beaucoup d'enfants accidentels, mais maintenant, la nouvelle génération... Excuse-moi, quand tu dis accidentel, comment tu définis ce fait de faire des enfants accidentellement? En fait, avant, il n'y avait pas le moyen de contraception aussi, on va dire... Performant. Performant que maintenant. Et puis disponible aussi. Voilà, exactement. Donc, les hommes, nos anciens, voilà, ils étaient plus dans... Ils étaient chalant encore. Carrément, c'était vraiment ça. Et il n'y avait pas de contrôle. Et même les mamans, elles avaient déjà plus ou moins des gènes, je pense, de maman avant d'être femme. Donc, d'entrée, pour elle, c'était normal d'avoir plusieurs enfants et de s'en occuper. Voilà. Et l'homme, lui, faisait ce qu'il avait à faire. Tu vas peut-être lever une polémique ce soir, je te dis ça déjà. En fait, non, c'est pas... Quand je dis le gène de maman, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est une femme d'abord, mais dès qu'elle est enceinte, le côté mère, il arrive. Et c'est naturel, et ça ne s'apprend même pas. Et même pour le côté papa aussi, mais le côté maman, c'est vraiment plus fort selon moi. C'est naturel. Donc, ils se développent, donc elles ont déjà le gène de maman, elles savent déjà comment organiser et puis, la venue d'un enfant. Alors, là où je vais mettre une petite nuance à ce que tu dis, moi je pense qu'elles, c'est pas forcément qu'elles savent déjà faire, mais elles sont déjà en mode je vais assurer mon rôle directement. C'est-à-dire c'est naturel, moi, selon moi. Ouais, peut-être, je dis peut-être, elles nous le diront peut-être dans les commentaires sur les réseaux Zitata, mais moi je pense que être parent, c'est pas inné, tu vois, mais effectivement, peut-être que c'est le fait de porter l'enfant aussi qui fait que leur cerveau agit directement, se met déjà en mode, bon là maintenant, on n'a plus le temps pour les futilités, là c'est bébé. Et ce qui est différent un peu de nous, c'est qu'on ne porte pas l'enfant. Certes, on le conçoit, on fait partie de sa procréation, enfin de sa création du moins, mais il est vrai que nous aussi on a ce petit temps de connexion. Ouais. Est-ce que tu as des hommes autour de toi qui te parlent de ça, de leur rôle de père, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils le sont, par exemple? Ce que j'ai su autour de moi, c'est la fracture, en fait. C'est-à-dire que la connexion est déjà faite entre la mère et l'enfant, déjà, en tant que maman, avec l'enfant mélangé à soi. Quand l'enfant il vient au monde, souvent, ce que j'ai comme retour, c'est que les papas, ils ne savent pas encore comment faire, trouver leur place, et c'est ce qui est difficile. Expérience vécue aussi, c'est-à-dire que tu cherches ta place, tu passes d'homme, de compagnon à père de famille,
Et là, il y a une différence entre être un homme et être père de famille. Après, il est vrai qu'on ne nous apprend pas à devenir papa. Mais Enfin, exact. moi, je parle peut-être pour moi, mais je n'ai aucun souvenir où je vois des hommes m'éduquer sur mon rôle de papa. Je C'est vois vrai. mon père, je le vois, mais je n'ai pas été éduqué pour être papa. Tu comprends ce que je veux te dire? Je le prendrais peut-être comme repère, comme exemple. Ou mes oncles, par exemple. Mais je n'ai pas eu ce... Olivier, assieds-toi, on va parler, tu vois. Ouais, mais T'as c'est connu ça. ça ou... Mais non, justement, mais c'est là où je vais parler de la génération. C'est-à-dire que la génération passée, enfin, c'était plus, bon, là, je suis un homme, j'ai un enfant, oui, voilà. Bon, et je vais faire ce qu'il y aura à faire pour l'enfant, mais c'est pas comme la nouvelle génération qui veut vraiment faire partie On veut cette de la vie. connexion, en Mais fait. carrément, c'est-à-dire qu'il y a de la connexion entre la mère et l'enfant, c'est déjà fait. Mais le père, surtout la nouvelle génération, je trouve, de plus en plus, ils sont impliqués. Et c'est là où on peut trouver une difficulté voilà, de place. Non, c'est très important. Comment tu sens les relations de couple autour de toi, là, en Martinique? Ouais, c'est particulier. Vous la Parce que, soupirez pas, moi. ouais, Hein. non, mais c'est vrai. Non, Mais mais je te comprends je en vois même temps. dans mon entourage je sens que c'est de plus en plus particulier et difficile d'être en relation de couple, quoi. C'est-à-dire que euh, la connexion et puis le changement de génération, l'évolution de la femme et l'évolution de l'homme aussi. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus de femmes ont le côté homme dans Enfin, leur ça affirme, en gestion. fait. Voilà, ça affirme. Et il y a beaucoup d'hommes qui, à l'inverse, veulent un petit peu Se plus fragilise modérer même des fois. et puis Même. calmer les choses. Donc, en fait, des fois, ça fait l'amalgame et ça peut mélanger, ça peut inverser, entre guillemets, les rôles. Mais c'est vrai que c'est une adaptation. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une cohésion entre le changement ou l'évolution de la femme et de l'homme. Alors, chaque année, et je pense que tu peux même en être témoin, chaque année, il y a un article qui sort et qui dit toujours qu'il y a plus de 50% de foyers monoparentaux en Martinique. C'est un truc qui me fait rire dans cette histoire, c'est qu'on ne va jamais en profondeur, mais on envoie toujours le message que les papas sont absents. Mais rassure-moi, quand on dit un papa est absent, il y a plusieurs raisons à ça. C'est pas juste quelqu'un qui se décharge de sa responsabilité. Et ça, franchement, ce que tu viens de me dire là, franchement, ça lève une certaine colère en moi parce qu'en fait, je ne parle pas de papa absent. Parce que c'est vrai, il y en a beaucoup, on va dire, qui ont fait de bonnes choses et d'autres pas. Comme pour les femmes aussi. Mais moi, ce qui me gêne dans ça, c'est qu'on généralise. Parce que les papas, ils ne sont pas absents. Il y en a qui ont abandonné. Mais ce n'est pas qu'ils ont abandonné leur enfant, c'est le combat. Parce que c'est un combat dès qu'il y a une séparation, Non, on va y venir. malheureusement. On va y venir Donc à c'est cette partie-là qui est difficile. l'impact des ruptures. Parce Exact. que qui dit 50%, excuse-moi de t'interrompre, si on dit 50% de foyers monoparentaux, c'est pour mettre la rupture en pole position. Ouais, exact. Pourquoi tant de ruptures? Pourquoi tant de ruptures en Martinique? Mais franchement, moi, je parle encore de consommation. Moi, je pense que ça devient, enfin, mis à part la consommation alimentaire ou dans tout, maintenant, on consomme même l'être humain, on se consomme entre nous. En fait, on n'est même plus dans valoriser une relation. On dirait qu'on est plus dans... On n'est plus voilà. dans la qualité, Ouais, finalement. voilà, ça devient plus de la quantité, malheureusement, ou rester solo, quoi, pour beaucoup. Et ça devient presque normal pour beaucoup d'hommes ou de femmes de vivre seuls avec leur enfant ou même chacun chez soi aussi. Donc c'est vraiment particulier. C'est vrai que la notion de couple et même de famille, pour moi, ça devient vraiment différent. Et tu sais, des fois, je discute avec des collègues, ils sont plus jeunes que moi. Et par exemple, là, il y a eu récemment la Saint-Valentin, par exemple. Et moi, tu me connais, je suis un homme de débat. Hein, je m'a bien aimé pitcher tout le monde. Et on a eu un exercice où il fallait, entre collègues, se dire un compliment pour la Saint-Valentin. Donc, ce n'était pas que une histoire d'amour, c'était de l'amitié, etc. Et j'ai certains de mes collègues qui étaient qui n'arrivaient pas à se dire entre hommes, on pouvait se dire hey, frangin, moi je t'aime bien, moi je t'aime peut-être, moi je t'aime, tu vois. Et alors que c'est une bonne énergie de se dire je t'aime. Pourquoi, selon toi, tu penses que c'est difficile ça? Ce rapport qu'on a entre nous, hommes, pourquoi on n'arrive pas à se dire moi, c'est psychologique. Moi je t'aime, mon frère, tu vois? Mais c'est qu'en fait, c'est le côté, tu sais. Alors, c'est vrai que de plus en plus d'hommes deviennent de plus en plus vulnérables, parce qu'avant, les hommes n'étaient pas vulnérables, c'était plutôt les femmes. Donc, les hommes sont de plus en plus vulnérables. Et le fait que ce soit mis au grand jour, surtout devant d'autres personnes, le macho, mais il reprend le dessus. C'est-à-dire que tu es juste avec un de tes potes.
et vous avez cet échange-là, il va dire moi aussi, mon frère, je t'aime. Mais pour peu qu'il y ait du monde autour, c'est le regard des autres qui fait plus exactement. Ça me rappelle un sketch où l'artiste était dans sa voiture. Non, il parlait avec ses gars, tranquille, c'était rough. Et puis quand il rentre dans la voiture, il mettait son petit zouk, tu vois. Carrément, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, on revient à la rupture, en fait. Les ruptures font mal. On ne va pas se cacher, je ne vois pas qui va nier ça. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de ruptures qui se ressemblent. On dirait que finalement, tout le monde vit la même histoire. On ne veut peut-être pas l'avouer, mais quand j'écoute certains me raconter ou quand je raconte, etc., je me dis, mais attends, où c'est dit, m'en sortir et puis carrément. Tu comprends ce que je veux te dire? Et selon toi, c'est quoi la plus grosse difficulté lors d'une rupture? Le dialogue. C'est le dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il y avait auparavant, quand il y avait l'amour et tout, l'amour, il y a beaucoup de dialogue et tout, d'échanges, on prenait le temps de s'écouter. Même dans les moments difficiles, on peut avoir des divergences, mais on dialoguait. Mais dès qu'il y a rupture, ça veut dire que l'autre, enfin, malheureusement, c'est la guerre, donc on ne communique pas, on s'affronte. Donc c'est là où c'était vraiment, pour moi, c'est le déclenchement. Dès qu'il n'y a pas de communication, même lors de la séparation, même en amont, c'est-à-dire que ça peut même se préparer. Parce que au moment où on arrive à voir, bon voilà, on va se séparer, voilà, je pars de mon côté. La plupart des relations, parce que de mon entourage, je connais des personnes qui arrivent à gérer avec l'ex et tout. Mais dès qu'il y a eu une bonne communication et puis compréhension lors de la séparation, après c'était plus facile de trouver un terrain d'entente. Tandis que là, dès qu'il y a la fracture, franchement, c'est entre guillemets la guerre. Ben, c'est vrai, là on parle de guerre, là je parle de couple, mais il y a des couples il y a les couples sans enfants et il y a les couples avec enfants. Est-ce que tu penses que la rupture... En fait, il ne faut pas qu'on oublie que la rupture, ça fait mal. C'est quand même... ça fait mal. Moun qui a attrapé gros poil, l'imbi en Guadeloupe, etc. C'est difficile. On ne nous a pas appris à gérer ça. Moi, j'estime que dans la vie, par exemple, il y a deux choses qui sont très compliquées à maîtriser. C'est l'amour et le gros poil. Est-ce que cette histoire de gros poil, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mettre ça sur la table, ce sujet sur la table pour dire, ben... Comment je peux enlever ça de moi, en fait? La frustration que j'ai en moi, comment je peux l'évacuer? Et ça, en fait, je pense que c'est, on va revenir sur la génération, c'est la nôtre qui va pouvoir justement apprendre ça aux générations futures, avec l'émission qu'on est en train de faire, justement. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était rare de voir des papas avec des gros poils. C'était rare. Pour eux, c'était, voilà. Enfin, ils ne le montraient pas, en tout cas. Mais c'était géré différemment, parce que déjà, le plus souvent, ils restaient longtemps avec leurs femmes, avec des enfants et tout. Même si, quand bien même, il y avait des enfants un peu ailleurs. Mais les ruptures, je pense que c'était un petit peu plus rare et mieux géré. C'est-à-dire que le recul, c'était... le côté macho était vraiment en évidence auparavant. Et comme je te parlais de côté vulnérable, maintenant, là, la sensibilité, elle prend le dessus. Donc, il n'y a personne pour nous apprendre ça. Nos parents, ils ne vont pas nous dire comment gérer. Plus la maman va peut-être avoir la posture la posture sensible pour pouvoir aider l'homme à accepter ou la femme à accepter la situation. Mais le père lui-même, par contre, lui, il est plus dans le côté rock. Et ça, mais non, ouais, ça fait. Oui, voilà. Il y a d'autres formes, etc. Et pourtant, tu vois, c'est quelque chose que, pour toi et moi, on va avoir ça avec nos enfants et tout. Je pense qu'on pourra discuter de ça. Et c'est ce qu'on fait déjà. Donc, c'est la génération. Alors, bien sûr, dans cette thématique, il y a le mot justice. Des parents se retrouvent... des parents n'arrivent pas enfin, pour beaucoup, en tout cas, n'arrivent pas à s'entendre pour l'enfant, la gestion de l'enfant. Et certains sont obligés d'aller devant un juge, plus précisément le JAF, juge des affaires familiales, pour essayer de trouver un accord pour l'organisation. Avant là, je l'ai dit tellement clairement que on a l'impression que c'est simple. Mais en fait, je suis tombé sur beaucoup d'hommes qui ont peur d'aller d'aller au tribunal pour gérer cette situation-là. Selon toi, pourquoi? Est-ce que c'est le tribunal qui fait peur? Est-ce qu'on pense prison? Est-ce que c'est la société qui nous a dit si on va au tribunal, on va peut-être finir en prison? Pourquoi les hommes ont si peur d'aller justement défendre leur position? Pas selon moi, autour de moi, on réalise que quand tu parles de séparation avec d'autres hommes et tout, la plupart du temps, quand tu entends « c'était difficile, j'ai laissé tomber, j'ai abandonné, je ne vois pas mon enfant, la justice m'a donné tort ». On n'arrive pas à trouver un accord. Au bout d'un moment, quelqu'un qui démarre, qui veut démarrer son travail de justice justement pour pouvoir lui avoir son rôle de papa, en entendant ça autour de lui, il se dit putain, ça va être le parcours du combattant, donc je préfère m'abstenir.
Sans oublier les coûts financiers que ça demande. Ah non, mais ça, c'est quelque chose de particulier. Parce que ça, même si enfin, il faut se le dire, le simple fait que les juges d'affaires familiales, c'est que des femmes, pour la plupart. Donc, te retrouver face à une femme pour, entre guillemets, Régler un problème avec une femme. Tu ne sens pas, tu as l'impression que ça ne va pas être, ça ne sera pas du même niveau. Un faux départ, voilà, ça ne sera jamais pour toi. Il va pas là, franchement, ce sera qu'un de côté. Donc d'entrée, on part déjà avec cette appréhension-là. Et c'est vrai que c'est difficile, mais c'est la réalité. C'est un parcours du combattant pour un homme. Ça, c'est la vraie réalité. Mm-hmm. Donc, en fait, la perception du juge, elle est biaisée, en fait. Mm-hmm. Comme c'est une femme, on se dit tout de suite, bon, ben, je me tirais déjà une balle dans le pied, là. Exact. Elle va défendre, il y aura l'Union des femmes de la Martinique, si on peut dire ça comme ça, enfin, j'aurais jamais raison. On parle défaitiste, enfin, bon, souvent, voilà. Et on va dire, je pense que c'est aussi question de statistiques. C'est-à-dire qu'on regarde réellement combien de papas ont gagné et ont vraiment gagné cause. Est-ce que même combien de papas sont respectés en tant qu'homme qui vient se défendre, qui vient défendre son autorité parentale? Bien dit, ça c'est la réalité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça me laisse que pour la justice, limite, bon, c'est juste pour la forme que on va venir faire, l'homme va venir et la femme machin. J'ai l'impression qu'automatiquement pour eux c'est la maman qui voit. Ben, tu sais quoi, tu dis ça, j'ai des hommes qui m'ont contacté. Et qui se sont positionnés en mode ouais, mais je vais aller là, mais ça va coûter, je ne sais pas combien ça va coûter. C'est-à-dire que c'était pas une question d'enfant. La première problématique n'était pas forcément l'enfant. C'était tout ce que ça me demande, moi, en tant qu'homme, à faire, quoi. Tous les efforts que je dois faire déjà pour aller me présenter, c'est trouver un avocat, réexpliquer, donner ma version, mais pas que ma version finalement, parce que souvent dans les conflits, dans les ruptures, quand on décharge, mais on dit rarement que l'autre personne nous écoute ou qu'elle a des qualités. Quand on nous parle de l'adjet, la plupart du temps c'est l'adjet. Je pense quand même qu'il y a des couples qui arrivent peut-être à se gérer sans partir dans une guerre, mais bon, je pense que ça a un nombre minime. Mais je sens que les gars ne sont pas confiants, même vis-à-vis d'eux-mêmes. Est-ce que déjà, dans notre société, on n'a pas ce rapport, on ne sait pas trop s'aimer, en fait? Non, je ne vais pas dire ça. Non. Moi, je préfère mettre plus le doigt sur la douleur. C'est-à-dire que, comme je te dis, les nouveaux papas, tout l'amour qu'ils étaient déjà prêts à mettre dans l'investissement psychologique avec leur enfant, eh bien, ça vole en éclats, puisqu'il y a la séparation, il y a déjà physiquement, tu ne vois pas l'enfant. Donc, pour toi, c'est une explosion totale. Donc, cette rupture-là, personne ne nous a appris à gérer ça. Et il n'y a pas trop d'espace pour justement nous aider, en fait. Justement, donc on t'arrive tout de suite devant la situation et tu veux voir ton enfant. Qu'est-ce qui s'offre à toi? Justice. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? OK, alors, courrier, voir avocat. Ça fait beaucoup d'informations qui n'ont rien à voir avec ta réalité, qui est « je veux juste voir mon enfant ». Et c'est ce qui est difficile, c'est-à-dire que là, tu es obligé de mettre ça de côté pour pouvoir te dire « il faut que je me batte pour voir mon enfant ». Donc ça, déjà, le seul fait de devoir se battre, c'est un travail psychologique et c'est le côté psychologique déjà qui prend le dessus sur l'investissement physique des papas. C'est pour ça que, bon, comme psychologiquement, ils ne sont pas bien, ils portent déjà défaitistes avec des idées reçues et la réalité aussi, les statistiques qui nous montrent des choses, mais ils se disent, bon, ben voilà, financièrement, ça va me flinguer. J'arriverai pas. Psychologiquement, je ne vais pas y arriver. Je sais que déjà, juste, c'est une nana, la plupart des... Voilà, donc d'entrée, on se met tellement d'idées dans la tête que ça nous met déjà le frein. Est-ce que tu penses que la famille, c'est aussi une pression? Quand il y a séparation, l'enfant, tu ne le vois pas. Est-ce que tu penses que bien sûr, il faut avoir du soutien. On recherche du soutien, mais est-ce que la famille a ce réflexe de te soutenir ou de critiquer le fait que ça n'ait pas marché? Ben, tu me diras, ça ne tient pas qu'à toi, bien sûr, mais qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ben, en fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire que l'entourage est vraiment important dans ce genre de situation. Et quand tu entoures des personnes, on va dire, positives, mais vraiment positives, je pense que tu as plus de chances d'arriver avec un état d'esprit différent et puis plus de conquérants et de vouloir trouver une solution pérenne. Tandis que là, le plus souvent, les sons que je dois entendre,
C'est qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et c'est vraiment souvent dans tout ce qui est négatif que tu vas entendre. Et puis, bon, à un moment, on va venir justement, comme il y aura la tristesse, il y aura la peine, on va venir à des moments, tu t'appelles d'autres, te dire oui, voilà, ça arrive et tout. Mais réellement, On en revient au deuil de la rupture finalement. Mais parce que c'est vraiment tant ça. qu'on n'apprend pas à rompre, si je peux dire ça comme ça, eh bien, on se retrouve dans une tempête d'émotions qu'on ne sait pas du tout gérer et qui nous fait plus fuir qu'autre chose en fait. Je rappelle quand même que c'est papa face à la justice, mais il y a aussi des femmes qui se retrouvent dans la même situation. Hein. Qui dit papa, dit maman, c'est les deux parents qui se retrouvent devant un juge. Ça peut être aussi difficile pour madame. Hein. Il faut quand même le signaler. Mais même justement, alors je vais profiter justement de ça pour rebondir sur ce que tu dis. C'est-à-dire que même dans la situation où ce soit la femme qui est déjà l'enfant et qui se retrouve dans la situation à être, entre guillemets, poursuivie par le papa pour voir son enfant. C'est difficile aussi pour elle, selon moi, puisque en fait, le simple fait de réagir comme potentiellement elle le fait, c'est-à-dire en se disant que bon voilà, je ne veux pas qu'il voit il y a un instinct protecteur. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il est peut-être mal interprété, pas interprété, mal fait. C'est-à-dire que maladroit, ok. Voilà, c'est-à-dire que si d'entrée il y avait déjà le dialogue, comme je disais, un dialogue franchement pire et positif, je pense qu'on ne serait même pas là. C'est-à-dire que le père et même la mère, on aurait pu trouver un terrain d'entente sans se retrouver devant des étrangers. Mais il faut réaliser que la justice, ce sont des étrangers qui vont te dire quoi faire pour ton enfant. Alors, il faut quand même rappeler que quand tu vas au tribunal, je le rappelle à beaucoup de papas, parce qu'il y en a plein qui ne comprennent pas, c'est pas, enfin, parents, j'enlève le mot papa, là je vais parler de parents, parce que c'est les parents qui s'y retrouvent, ils n'y vont pas pour gérer la rupture du couple, ni gérer le couple. Ils y vont pour trouver une solution pour le bien-être de l'enfant. Et c'est précisé. Et c'est ça l'objectif, le seul, on va dire l'objectif primordial, c'est ça. On va au tribunal pour ça, rien d'autre. Mais en fait, c'est que souvent, alors, les arguments qui sont placés par l'un ou l'autre des parties, c'est tu as fait ça, tu n'as pas fait ça. Enfin, revenu sur des situations de couple qui peuvent se corriger avec le temps. Et en faisant tout ça, en fait, on oublie l'élément essentiel, c'est le bien-être de l'enfant, comment on fait. Et c'est pour ça que souvent, les juges mettent pas tous, parce qu'il y en a qui prennent le temps d'écouter tous les cris d'un ou de l'autre, mais c'est vraiment couper court et se disent, bon voilà, on fait quoi? Vos problèmes de Qu'est-ce que vous avez prévu en fait? Voilà, on a prévu quoi pour votre enfant, c'est tout. C'est l'essentiel. Et c'est vraiment sur ce côté-là qu'il faut, selon moi, que la justice se penche. Je pense que c'est ça l'un des problèmes. C'est beaucoup pensent que c'est pour aller gérer le couple. Parce que je sais que j'avais un papa qui m'avait expliqué qu'il avait reçu un courrier en lettre recommandée. Et en fait, elle l'avait dépeint. Tu vois, elle avait dit, bon, il est comme ça. Limite, c'était un démon. Quand tout allait bien, c'était l'homme parfait, enfin, entre guillemets, mon chéri, doudou. Maintenant qu'il y a rupture, c'est le démon total. Et elle descendait. Mais il y avait tellement d'arguments qui salissaient l'autre partenaire qu'au final, son avocate a dit, oui, mais limite tout ça, là, c'est du flan. On n'est pas là pour ça, en fait. Qu'elle ne vous apprécie plus, c'est un fait, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour votre enfant. Qu'est-ce que vous prévoyez pour votre enfant? Et c'est quand même délicat, parce qu'en fait, l'avocat va peut-être contre Caris en disant ça, mais réellement, quand tous les sujets sont mis sur la table, le juge quand même, il prend compte de certaines choses. Il va se dire, ah ouais, si elle a dit ça, ça veut dire que l'enfant peut être en danger. Et c'est là où c'est compliqué. La situation vraiment qui m'exaspère, c'est que souvent, les décisions sont prises qu'avec les oui-disants et il n'y a même pas de suivi derrière. C'est-à-dire que, bon, voilà, si... Est-ce que c'est vrai? Ce qui est écrit là, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que même si le père il peut décider de dire, ouais, la mère n'était jamais là et tout, ben, c'est même pas contrôlé. La mère peut dire, le gars, il était violent, il ne venait pas, il faisait mal à l'enfant et tout. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a même pas de suivi derrière. Donc, en fait, c'est sur les mots. C'est sur les mots. Et on se base sur ça, malheureusement, sur beaucoup de mots. Et puis, il y en a qui arrivent à vraiment être des manipulateurs ou manipulatrices. Et en faisant ça, eh bien, quoi qu'il arrive, le juge, c'est un être humain. Donc, à un moment... c'est même un parent, des fois. Mais oui, c'est un parent. Donc, le côté affectif, il vient. À un moment, ça pique, quoi. Tu te dis, bon, ben, j'en entends bien. Je pense qu'elle ou lui, il déconne et tout. Donc, la décision peut être prise aussi avec un petit détail comme ça, même sur un mensonge. Et c'est là où c'est vraiment compliqué. Je me dis qu'il faut qu'il y ait un suivi sur ça.
traçabilité. Est-ce que tu penses que les papas et les mamans sont considérés de la même manière face à un juge? Non. Parce que tout à l'heure, tu parlais de perception. Des fois, on part sur des idées reçues, mais est-ce qu'elles sont forcément fausses? Pour moi, la réalité, c'est la réalité. Le fait que ce soit les gens soient des femmes, le côté féminin va prendre le dessus, c'est-à-dire pour des... Est-ce qu'une femme va imaginer enlever l'enfant à une autre femme? Justement, par exemple. Exact. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est dur dans sa chair de voir cette image-là. Et encore pire quand c'est une maman. Encore pire, elle se met à la place de la maman. C'est difficile pour un juge d'enlever un enfant à une maman. Et quand bien même qu'on puisse dire la mère ici, ça, c'est difficile. Hein? Et c'est là où, c'est dur pour le papa là, parce que finalement, on estime que lui, bof, ça va. Voilà. Il peut faire sans. Exact. Il n'est pas trop concerné. Alors que finalement, c'est ton enfant aussi, en fait. Non, il faut le dire, parce que je pense que, tu vois, ces histoires de justice, on sait qu'il y a ça au tribunal, mais dans notre société, il n'y a rien qui nous le montre. Si tu ne vas pas au tribunal t'asseoir et puis voir ce qui se passe, et puis vivre le truc, c'est vrai que c'est quelque chose. Il n'y a absolument rien qui t'éduque, qui te forme à cette situation-là, à ces situations-là. Moi, j'ai quelques retours par rapport à ça, où je me suis toujours demandé, en fait, quel est le premier ressenti quand on arrive devant un juge? Alors, OK, on a compris, c'est des femmes déjà, mais en tant qu'homme et en tant que papa qui veut son autorité parentale, comment qu'est-ce qui nous touche le plus d'entrée? Qu'est-ce qui nous touche d'entrée? Moi, la honte. La honte? La honte, direct. C'est-à-dire que, je l'ai vécu et vraiment, c'était vraiment la honte. C'est-à-dire que te retrouver déjà au palais de justice, c'est déjà particulier. C'est un climat particulier, pesant. Mais c'est pas pour un délit. Et te retrouver dans un secteur particulier, c'est genre, encore le regard des autres. C'est-à-dire que tu te dis que bon, si tu es là, c'est qu'il y a ça. Et le plus souvent, l'autre partie, la femme, elle n'est pas loin. Donc en fait, finalement, on peut être comme toi et moi, là, on a à peine 1 mètre de distance et on ne se parle pas. On ne se regarde pas. On est devenus des étrangers. Carrément. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on était en Tchèque-Coco. Et c'est là où j'ai l'impression que c'est un climat qui est alimenté par les faits de société, par le côté, le monde, c'est vraiment de la consommation. Donc même dans ça, on est déjà dans un affrontement c'est même pas de regard, mais je pense d'aura. C'est-à-dire que de deux côtés, on est déjà en guerre. Et c'est là où ça fait, la honte s'installe. Tu as honte de te dire, putain, je vais me battre contre la mère de mon enfant, quoi. C'est vrai, je vais au tribunal, c'est pas pour un délit. J'ai pas volé, j'ai pas cassé. Je vais juste pour avoir mon enfant. Ouais. C'est pas évident, ça. Non, franchement, c'est... Parce qu'il y a même le regard tu vois, même ma maman, admettons, je vais devant un juge, je me dis, mais qu'est-ce que ma maman elle pense de moi là, à l'heure actuelle? Elle se dit, mais comment ça se fait que tu vas jusque-là? C'est pas facile, hein. C'est dur. C'est lourd à porter, ça. C'est vraiment lourd à porter. Et c'est le côté émotionnel qui fait mal. Avant le côté physique, c'est vraiment se dire que me retrouver là pour mon enfant, me retrouver avec des étrangers, alors qu'en face de moi, j'ai quelqu'un que je connais, avec qui j'ai partagé des choses. Et qu'on peut régler, on peut régler le problème réellement tout de suite. Hein. Là, on a déjà dépensé combien d'argent, etc. Alors que s'il suffit juste de se calmer. Mais cet argent-là, en fait, limite, pour moi, je me dis, en fait, c'est vrai, c'est l'argent dépensé entre avocats et tout, c'est de l'argent qu'on aurait pu investir pour l'enfant. C'est de l'argent, oui, effectivement. Mais ça, c'est clair, c'est de l'argent gâché. C'est du temps perdu. On aurait pu investir pour ça, voilà. Par exemple, j'ai payé 10 000 euros, l'avocat a payé 20 000 euros. On n'aurait pas pu faire autre chose? Et c'est clair. Et tu sais, tu mets le point sur quelque chose de très sensible parce que j'ai posé la question à différents papas. Je me suis dit, si un jour je dois aller devant la justice, ça coûte combien? Et en fait, je me suis retrouvé à démontrer à d'autres papas qu'ils ne payaient pas tous les mêmes tarifs. Ça veut dire que même cette rupture est devenue un business. C'est-à-dire que chaque avocat a des tarifs plus ou moins. Mais en fait, ça, je pense que c'est entre guillemets normal. C'est-à-dire qu'il y a des avocats qui ont plus de résultats que d'autres. Donc, quoi qu'il arrive, ils seront plus chers. C'est la réalité. Il y a des avocats qui ont plus de résultats positifs. Donc, dis-toi bien que, comme les avocats commis d'office, dis-toi bien qu'avec celui-là, je ne vais pas dire que tu pars perdant, mais ça arrête de border. Mais donc, c'est bien business. Mais bien sûr, parce que c'est un business. Donc il faut mettre tout ça dans la balance. Parce que tu peux avoir des juges, même hommes, par exemple, comme tu parles, et qui
finalement, enfin des avocats, pardon, qui se disent, bon, il y a beaucoup d'hommes là en difficulté, il y a de l'argent à se faire. Je ne dis pas qu'ils pensent tous comme ça, mais s'il y a différents tarifs, à un moment, ça dépasse l'enfant, en fait. Ça dépasse ce côté, j'ai envie d'aider ces personnes à trouver un accord. Tu comprends? Ou aider mon client à trouver un accord. Là, je suis dans mon calcul, je dis, bon, écoute, ouais, t'as combien? T'as combien? T'es prêt à mettre combien? Parce que si tu mets beaucoup, on va régler ça tranquillement. Moi, ça, c'est aussi c'est impressionnant. Moi, ça me perturbe, Yanis, hein, si le gars me dit ça. Ça, mais justement, mais enfin, ce si raisonnement-là, tu sais, Olivier, ce raisonnement-là, alors c'est vrai que c'est peut-être un autre sujet encore, mais je pense que c'est un raisonnement d'homme avocat. Mais je pense que quand tu vas vers une femme avocate, elle va d'abord prendre le temps d'écouter le côté sensible avant le côté financier. Même s'il est là, quoi qu'il arrive, c'est son business. Mais le côté sensible de la femme, c'est vrai que c'est là où on peut voir que, voilà, ça peut se... Mais il y a des avocats papas, des hommes qui sont papas, qui sont avocats. Mais il y en a, franchement, je n'ai pas eu beaucoup d'échos, même dans les différentes recherches que j'ai pu faire, dans tout ce qui est juge d'affaires familiales, tout ce qui est côté familial. Même les fois où je me suis retrouvé là, je voyais plutôt des avocates avec leur parti, c'est-à-dire l'homme ou la femme. Je me souviens même pas avoir vu un homme là. Donc il y a quand même cette perception dans la société où dès qu'on parle famille, c'est automatiquement la femme qui prend en majorité, qui prend position. En majorité. Pour moi, le côté sensible est vraiment mis en évidence sur ça, et c'est ça. Ouais. Eh bien, justement, Yanis, dans ce salon, il y a toujours une question taboue. Alors, on va lancer cette thématique, bien sûr, qui va bientôt apparaître sur l'écran. Et ensuite, on va lancer le micro-trottoir. OK? Parce que oui, j'ai interrogé 2-3 personnes. Un parent qui prive l'autre parent de son enfant pour obtenir des faveurs doit-il être sanctionné par la justice? Alors, pour obtenir des faveurs, oui, il doit être sanctionné. Si c'est pour obtenir des faveurs, et ça, ce n'est pas normal. Maintenant, un parent qui prive un autre parent de son enfant pour des raisons de sécurité, pour des raisons qui tombent de sens et qui touchent à la morale, qui touchent au physique et au mental de l'enfant, je dis que là, c'est quelque chose qu'il faut bien sûr présenter au niveau de la justice et prendre la bonne décision. Mais couper totalement le lien entre un parent et son enfant, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de terrible. Mais si ce parent est quelqu'un de violent ou quelqu'un d'incestueux ou qui a des problèmes aussi de santé mentale, il est important de préserver l'enfant. Donc là, on parle de sa sécurité. Yanis, par rapport à ce que tu entends là, qu'est-ce qui t'interpelle? Franchement, c'est dur parce qu'en fait, dans ça, c'est faire la part des choses. Se dire que, voilà, si c'est vraiment un père, un père difficile psychologiquement, où il y a un danger vraiment pour l'enfant, moi, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien à dire. Par contre, quand l'enfant est utilisé et servi comme vraiment arme destructrice morale par rapport à l'autre partie, pour moi, ça devait être sanctionné. Parce que justement, le bien-être de l'enfant, il n'est même plus pris en compte. Là, on est clairement dans de la vengeance, finalement. Mais c'est de la vengeance. On n'est pas dans de la parentalité, là, en fait. Et pour moi, si on part du principe que le juge des affaires familiales est là, justement, dans l'intérêt de l'enfant, ça, c'est l'intérêt de l'enfant. Le simple fait qu'un parent empêche l'autre parent, juste parce que, par orgueil, par douleur sentimentale ou juste par vengeance personnelle, alors que l'autre partie n'a aucun souci, pour moi, ça devait être vraiment pris en compte, qu'on puisse vraiment judiciairement faire le nécessaire. Et en faisant ça, ça peut dissuader, parce que là, ce n'est pas dissuasif, puisque c'est une faille pour moi de la justice, ça. C'est une faille. Moi, ce qui me dérange déjà, en un premier lieu, c'est d'avoir dosé ça. C'est-à-dire de se dire, tu vois plus l'enfant. J'ai décidé que tu ne vois plus l'enfant. Mais comme je te dis, Olivier... Cette pensée-là, ça m'agace. Je me dis, mais comment tu peux te réveiller un matin, ou même tous les jours, et te dire, je l'empêche de voir son enfant? Non, mais Olivier, tu sais, là, je ne vais pas spécialement être d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est-à-dire que chaque personne vit son émotion à sa façon. Et dites-toi bien qu'un homme, enfin bon, plus ou moins, ce sont les femmes qui font ce genre de situation, c'est
émotionnellement parlant, c'est qu'elle n'a pas pu gérer la situation. C'est-à-dire que la façon dont la rupture ou la séparation s'est faite, ça a été difficile et c'est le seul moyen qu'elle avait, c'est l'enfant. Parce que dis-toi bien qu'une rupture où il n'y a pas d'enfant, le départ, c'est pas aussi, ça ne va pas aussi loin. C'est-à-dire qu'on se sépare, bon, basta, tu as beau dire ce que tu veux. Après, il y a pas de mémise sur l'autre. Mais le simple fait qu'il y ait un enfant, c'est-à-dire que c'est la jonction entre les deux. Ça rappelle toujours ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, exact. Et c'est là où l'autre se dit que, bon, voilà, le fait que j'ai un enfant de lui, je pourrais le piquer régulièrement. Et puis tu m'as fait mal, donc reste là. Voilà. Restez prêt. Et c'est souvent, tu sais, moi je me dis que c'est quand la femme, quand la maman a malheureusement cette réaction-là ou ce choix-là, pour moi c'est à la hauteur de la douleur qu'elle a reçue de la séparation. Et ça, on disait encore, c'est-à-dire que lors des séparations, malheureusement, il n'y a pas deuil, ce travail sur le voilà, deuil. il n'y a personne qui nous apprend à gérer une séparation et se dire que voilà, ok, ça arrive et tout. Il n'y a pas ça. Et donc, on fait avec ce qu'on a. Donc, souvent, les femmes, pour elles, elles font avec ce qu'elles ont. Elles se disent, bon, ben voilà. En fait, tant qu'elles ont mal, en fait. Exactement. Et souvent, c'est même pas le bien-être. Là, c'est déjà. Elles ne voient même pas le bien-être de l'enfant. Elles voient, je suis contre lui. J'ai mal. Voilà, j'ai mal, donc tu auras mal autant que moi. C'est ta faute. Voilà, c'est-à-dire que tu m'as fait mal, donc je vais te donner la même douleur. Et je sais que cette douleur-là, c'est à travers l'enfant. Et encore, quand je dis la même douleur, je ne suis même pas sûr. Des fois, je veux te faire souffrir 2 fois plus, des fois. Mais ça, tu vois, tu as dit quelque chose de très vrai. Il n'y a pas ça dans notre société. Ce travail de mieux-être. On est en couple. Même ce travail de couple, en réalité. On fait un peu tout sur le tas. On vit nos couples un peu à la one again. Toi, tu me plais, enfin, la mademoiselle me plaît, etc. Ouais. On vit, et puis, quand ça capote, là, on commence à sortir, tu vois, la rage qu'on a en nous, qui nous rappelle des fois des traumas qu'on a eus étant petit. Peut-être qu'on a vu des parents se déchirer. Peut-être, je dis bien. On a vu des parents, ou peut-être qu'on a grandi avec le manque d'un parent, l'absence d'un parent, encore une fois. Mais l'absence d'un parent ne veut pas dire que ce parent a choisi son absence. Tu le disais au début. C'est vrai. Un père absent, il y a plusieurs raisons. C'est pas juste quelqu'un, c'est pas juste un homme qui a décidé de ne pas s'occuper de son enfant. Et ça, la société aime bien faire croire ça. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. D'où ce salon, là, Papa, qui voit le jour aujourd'hui pour briser ces idées reçues, en fait. C'est vrai. Il faut que les gens comprennent que les téléspectateurs et que le monde comprennent que, franchement, maintenant, les hommes, ils veulent avoir leur part de présence, leur existence dans la vie de l'enfant. Et comme on dit souvent, l'enfant a besoin des 2 parents. Dès que possible, il a besoin des 2 parents, c'est-à-dire que ça fait un équilibre pour l'enfant. Et quand c'est impossible pour un papa d'avoir ça, eh bien, qu'est-ce il se réfugie vers quoi? Vers la tristesse, vers la haine, vers le dégoût. Et après, souvent, mais c'est tellement facile, c'est tellement plus facile de dire il a abandonné l'enfant. C'est plus facile de dire ça. Je voulais en venir, justement. C'est plus facile de le dire. Tu l'as dit au début, cette histoire d'abandonner. Tu as dit, il y a des pères qui abandonnent. Ils n'abandonnent pas l'enfant, ils abandonnent le combat. Exact. Parce que c'est trop dur. Ça demande trop d'énergie. Exact. Des fois, physique, financière. On voyage, on débourse même de l'argent qu'on n'a pas forcément. Exactement. Donc, il faut chercher de l'aide. Après, où doit un monde qui aide. Finalement, ça se complique encore plus. Et ça, la société ne voit pas ça. Ne voit pas et ne se questionne pas sur ça. Et c'est ça qui m'embête. Et c'est ça qu'on aime dire partout, oui, le père absent. Dès qu'on parle des Antilles, en plus. Ah oui, les îles sans papa, on nous donne tous les noms. Le papa est un problème, les hommes sont... Mais on ne cherche jamais à savoir pourquoi ils sont absents. Ah non, mais moi, je vais vraiment mettre le doigt dessus. Par contre, ça, c'est clair et net. Il y a beaucoup de papas. Pour beaucoup, ils ont laissé tomber parce qu'ils partent déjà défaitistes avec la réalité et les statistiques. Et c'est vraiment quelque chose de très, très, très compliqué et dur à faire. Et c'est encore plus difficile pour eux, pour nous les papas, de se dire que, en fait, entre guillemets, ce que je veux dire, c'est fort. C'est qu'au bout d'un moment, quand ces papas-là, on dit qu'ils sont absents, ils ont laissé tomber le combat, la difficulté, c'est de faire le deuil d'un enfant vivant. C'est-à-dire que, te dire que, bon, voilà, je n'ai pas le choix physique, moi, je ne peux pas avoir mon enfant. Eh bien, voilà, je suis quasiment en deuil de mon enfant. En fait, j'agis comme si j'en ai pas, en fait. Voilà, tu agis comme si... Et en faisant ça, la société systématiquement se dit, ah ouais, tu ne t'occupes pas de ton enfant et tout. Mais on ne voit pas pourquoi. On ne voit pas, c'est pas qu'il ne s'occupe pas de son enfant, c'est qu'on ne lui a pas donné le choix. Exact. Et ça existe parmi toutes les réalités. Bien sûr, il y a effectivement des hommes qui
qui se décharge exactement, totalement, justement, ils voient l'enfant comme une corvée, alors que ce n'est pas une corvée, c'est un lien. Et il ne faut pas oublier qu'un parent, c'est l'enfant de deux parents. Hein. Un parent, c'est l'enfant de deux parents. Mais comme tu dis, j'ai même rebondir sur ça en disant aussi dans l'autre situation qu'il y a beaucoup de mamans qui justement incitent les papas à venir prendre leur enfant. Et souvent, il y en a qui sont vraiment qui dérogent à la règle et qui eux-mêmes montrent du désintérêt. Oui. Et malheureusement, ça joue en la défaveur pour ceux qui veulent. Donc c'est souvent on te dit que les bons paient pour les mauvais. Et même pour les femmes aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont le bon réflexe avec le dialogue, se dire non, l'enfant a besoin des deux. Et malheureusement, il y en a d'autres qui préfèrent utiliser l'enfant comme une arme. J'espère que cette émission va en toucher plus d'un, Yanis. Hein? Plus d'un, plus d'une. Enfin, tous les parents, tout le monde, même ceux qui ne sont pas parents, hein? Pour ceux qui se préparent justement à être parents, parce que bon, des fois, un enfant décide de venir quand on ne s'y attend pas. Et ça change tout. Donc, Yanis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche à suivre? C'est-à-dire, on a parlé du JAF, du juge des affaires familiales. Comment ça se passe? Alors, c'est vraiment... c'est une chronologie. C'est un parcours du combattant. Excuse-moi. Et dans ça, c'est-à-dire que tu as la partie paperasse. Tu as un document que tu dois remplir. Alors, d'abord, il faut aller au JAF. Tu peux prendre sur Internet. D'accord. Tu as un document qui est déjà là sur Internet. Et dessus, tu remplis ta demande. C'est déjà... Attends, tu demandes quoi sur Internet? Mais ça dépend. C'est-à-dire que tu peux demander la garde de mon enfant, l'autorité parentale, exactement. Comment obtenir mon autorité parentale. Exactement. Okay, d'accord. Donc, tu envoies ce document-là. Donc, tu le déposes au palais de justice. Donc, il y a un délai. Délai d'environ combien? Ça dépend. Franchement, pour que ça puisse aller plus vite, c'est avoir un avocat. Quand tu as ton avocat tout de suite, quand tu peux avoir un avocat rapidement, ces démarches-là sont faites par l'avocat. OK. Et ça va super vite, parce que l'avocat est déjà dans tout ce qui est pas justice. Il connaît, il est déjà dans son domaine. Et dans ça, en fait, avec ton avocat, tu échanges, donc tu donnes tous tes éléments. Il y a un rendez-vous qui est pris. Il y a un délai. Il y a toujours des délais. Il y a un délai. Et franchement, et ce qui stresse, c'est le courrier que tu reçois en recommandé chez toi. Et puis tu vois parler de justice et tout, c'est vraiment particulier. C'est particulier. J'imagine. C'est particulier, et puis tu vois quoi, convocation. Donc c'est encore plus particulier. Là, tu te sens... comme si tu as fait quelque chose de mal. Ouais. Donc c'est particulier. Et dans ça, donc psychologiquement, c'est un travail. Il y a quelque chose qui est important, et c'est vrai que ce sujet-là, je veux en venir justement par rapport à ça, c'est la médiation familiale. J'ai bien aimé, justement, dans ça, qu'on puisse mettre ça. Oui. Parce que c'est très important ce que tu dis. Comment on fait pour arriver à cette médiation? Justement. C'est pour ça que je veux savoir le cheminement. Voilà, c'est ça, justement. Alors, c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que, bon, par expérience, donc, bon, moi, c'est sur le temps que je me suis renseigné et tout. Donc, la médiation familiale, tu peux la faire naturellement. C'est-à-dire que tu peux même, avant d'aller vers la justice et tout. Alors, voilà, ça, c'est un point important. Ça, c'est un point important. On n'est pas obligé de passer par le JAF. J'ai oublié de parler de ça. C'est-à-dire que même tous les documents que tu as remplis, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. C'est-à-dire que tu peux d'abord, et je conseille plus, de passer d'abord en médiation. Ça, c'est important, c'est-à-dire de trouver... Ça, ils vont prouver que tu as déjà eu cette... Mais c'est surtout à travers un médiateur, parce que souvent, l'autre partie ne veut peut-être pas t'écouter toi, mais peut-être qu'avec un tiers, la personne peut se dire, OK, bon, j'écoute. C'est quelqu'un que je ne connais pas, donc j'écoute. Donc ça peut déjà éviter le côté juridique. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi c'est important? C'est-à-dire que si, en faisant ça, ça n'a pas marché, à ce moment-là, tu fais cette démarche-là, c'est-à-dire remplir les papiers, machin, avec l'avocat et tout. Et le fait que, alors, quand tu vas te retrouver devant le juge et tout, donc il y aura les questions, on va parler de l'enfant et tout. Et au bout d'un moment, quelque chose qui est, ça c'est vraiment impressionnant, c'est que le juge, quand il réalise qu'il y a un conflit entre les parents, où on se tape dessus, machin, il ordonne une médiation familiale. OK, il impose. Il impose. Là, il n'y a plus... Oui, il impose la médiation familiale. D'accord. Et donc, bon, toi, tu peux dire que tu as déjà passé par là et que ça n'a pas fonctionné. Donc, en faisant ça, par contre, quand le juge sait qu'il y a déjà eu cette démarche-là de fait et ça n'a pas marché, là, par contre, il tranche. Il tranche carrément? Ah ben oui, au bout d'un moment, parce qu'en fait... ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Parce que pour le juge, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le juge n'est pas là pour régler vos problèmes.
En médiation familiale, mais justement, c'est ça, ils sont à l'écoute de la séparation. Qu'est-ce qui vous a rendu comme ça? N'oubliez pas qu'il y a l'enfant, on est plus dans l'écoute. Le juge, c'est une décision, c'est bon. Et c'est là où les gens, il faut qu'ils comprennent que, en fait, avant d'arriver, on revient encore, Olivier, au dialogue. Quand le dialogue est rompu, tu te retrouves devant un étranger qui te dit quoi faire pour ton enfant. Il décide, bon, aujourd'hui, c'est une semaine là, c'est pas normal. Oui, mais c'est lui qui décide. Donc, mais tu te rends compte, c'est une étrangère, quoi, tu te rends compte? Parce que là, ben, de la manière qu'on aille voir un étranger ou une étrangère, allons voir quelqu'un justement pour pouvoir nous aider à communiquer. Et c'est là où vraiment j'incite les gens à aller en médiation. Et ce serait bien aussi que la médiation familiale soit mise plus en évidence parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup. Et c'est vrai que ça, c'est important parce que quand le dialogue est rompu, et encore pire, quand les parents sont à 10 kilomètres, quoi. Il y a un parent qui est en Martinique, l'autre en France ou autre. Même là, ça, il y a ces particularités-là aussi. Ça, c'est une difficulté maximale. En Martinique, tu as la chance de peut-être tu peux croiser ton enfant avec la maman et tout, mais quand c'est hors du département et la communication est rompue, tu as quoi d'autre? La médiation familiale. Et ça serait bien que, franchement, ça, ce soit vraiment... Donc, j'en profite justement pour en parler par expérience. C'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est important pour essayer de calmer les choses avant d'arriver au... c'est quelqu'un d'autre. On va se battre avec nos armes. Les armes, c'est quoi? Nos avocats? Oui, on a nos avocats pour se battre. Et puis nous, en premier lieu. Et puis le juge est là pour se trancher. Boum. On a 3 étrangers qui nous disent quoi faire de notre enfant. Et en fait, on surveille, si je comprends bien, on nous laisse un laps de temps pour prouver qu'on respecte ce qui a été tranché. Et si on ne respecte pas, qu'est-ce qui se passe? Ça continue éternellement? Ça encore, on te dit ça, c'est parcours du combattant. Je te dis, tu sais, alors tu peux même, je te donne, hein, tu peux avoir une décision de justice. Où on peut dire, allez, une semaine chacun et tout. Pour peu que l'un des parties ne respecte pas la décision de justice, c'est une démarche. C'est une démarche. Alors, qu'on se le dise, une maman va se plaindre que le papa n'a pas ramené l'enfant à temps, il va voir la police et tout. C'est en 5-5. Tout de suite. On dégaine sur le gars. Ils arrivent sur toi. Ou t'es convoqué, du moins. Carrément. Et tu peux même perdre tes droits. Et pas dans le sens inverse. Dans le sens inverse, ça prend plus de temps. Et ça, c'est la réalité. Il n'y a personne qui va m'enlever ça. Personne ne va m'enlever ça. C'est la réalité. La maman va se plaindre. Le papa est parti que l'enfant il n'a pas remis à 1 heure de retard. Boum. Elle va même porter plainte. Et ça, c'est dans le dossier. Elle remet le dossier au juge avec son avocat. Le gars perd l'enfant. Okay. C'est simple et c'est clair. Et c'est là où on voit la faille de la justice. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas le seuil de tolérance. Pourquoi? Parce que la communication est tellement tendue entre les deux. C'est-à-dire que le moindre truc, on sait que, bon, voilà, si jamais il ne donne pas à temps, la justice a dit que je peux faire ça. Boum, j'utilise. Et ça, c'est dommage. Limite, ça devient un jeu. Quoi. Mais c'est un jeu. C'est au plus malin, c'est au plus filou. Et qui est-ce qui paye dans tout ça? L'enfant. Carrément, c'est l'enfant. Et c'est là où, franchement, je pense que la justice a un travail à faire à ce niveau-là. C'est avoir assez de recul sur la réalité des papas qui veulent être là pour leurs enfants. Et ça, on va revenir sur ça. C'est vrai que les mamans, elles sont déjà là pour leurs enfants. Mais il y a beaucoup de papas qui veulent être là pour leurs enfants. On ne leur laisse pas le choix. Et c'est difficile. Non, c'était super important de l'entendre. Hein. Moi, comme je t'ai dit, ce salon-là est fait pour ça. On travaille, on a eu l'occasion de travailler ensemble aussi pour ça. Bon, on va continuer, hein, on va continuer le taf. Envoie un message j'allais dire à tous ces parents, mais allez, ce soir, c'est les papas. Envoie un message à tous ces papas. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire s'ils doivent se présenter à la justice, devant la justice, pardon? Tu sais, en fait, ces questions-là, on a déjà discuté de ça. Tellement de fois. Et tu sais, alors, et là, je vais changer ma vision des choses. C'est-à-dire que souvent, moi, ce que je disais, c'est bon, les gars, ne lâchez pas, gardez confiance et tout. Je ne vais pas dire de lâcher. Je vais simplement dire au papa que quand tu te retrouves dans une situation comme ça, pense à toi. Tu es obligé, pense à toi, parce qu'en fait, souvent, on se dit que pour l'enfant, on veut faire ça, mais on se perd. Et finalement, en te perdant toi, tu perds tout. Parce que quand tu te perds toi, ça veut dire que ton comportement change. Donc, en fait, ton image, elle va changer. Enfin, ça va avoir des répercussions sur toute ta vie, en fait. Exactement. Et ta façon de venir vers l'enfant, ça va changer aussi. Et ton ex-femme, elle va te voir encore autrement. Elle va te détester encore plus. Tu sais, alors, moi, je me dis franchement, et les gars, pensez à vous. Pensez à vous. Et même les femmes, j'ai un message à lancer. Franchement, vas-y. C'est vrai, même pendant la rupture, il y a l'enfant. Quoi qu'il arrive,
vous êtes des femmes. N'oubliez pas que vous êtes des femmes. N'hésitez pas à vivre en tant que femme. Vous n'êtes pas que des mamans, vous êtes des femmes aussi, vous existez. Donc justement, le simple fait de pouvoir laisser l'enfant au papa, ça vous permet de vous-même de vivre. Vous accordez du temps. Mais oui, vous accordez du temps. Il faut que messieurs comprennent ça aussi. Mais oui, hein, c'est ça. Que... Et c'est vraiment, et c'est pour ça que même quand les femmes veulent laisser les enfants pour les mecs, mais qu'ils puissent comprendre aussi que, bon voilà, toi tout le temps tu es là, tu n'as pas d'enfant, tu es tranquille. Là aussi, je veux bien aimer trouver du temps pour moi, ce qui est normal. Donc là, je demande, enfin, le seul message que je voulais pu passer là, c'est que chacun, on pense déjà à soi-même. Et en pensant à soi, à notre bien-être, le bien-être va passer pour l'enfant et dans la communication. Yanis, un grand merci. Un grand merci à mon salon. Prend de la hauteur encore une fois. Toujours de l'oxygène. Je suis très content de mes invités. Ça va, ça s'est bien passé tranquillement. Super. C'est un sujet qui me parle, donc j'aime bien. Tu reviens quand tu veux. En tout cas, merci pour tout ça. Les Itata, j'espère que vous avez passé un excellent moment. On se donnera rendez-vous lundi. Vous savez déjà, 20h10, 23h30. Et n'oubliez pas, Zitata, c'est sur tous les réseaux. On est partout. L'amour pour la famille pour l'amour. Bonne soirée tout le monde.